Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Alors, l'actualité internationale est tournée vers l'Ukraine encore? Oui, vers la Turquie, plus précisément, puisque c'est là-bas où se déroulent les négociations entre Russes et Ukrainiens. Alors, samedi dernier, il y a eu, je dirais, pas des évolutions, mais on peut quand même dire des avancées, parce que depuis à peu près 4 semaines que ont lieu les négociations, déjà les deux parties se sont entendues sur les éléments qui devront faire partie des négociations. Alors, pourquoi je dis que les deux parties se sont entendues? Parce que chacune des parties, au départ, il fallait d'abord renouer le dialogue. Une fois qu'on a renoué le dialogue, il fallait définir ensemble les points de divergence. Une fois que les points de divergence étaient définis, maintenant il fallait connaître les positions de chacune des parties par rapport aux points de divergence. Et donc c'est ce qui s'est passé samedi dernier, au point où même on commençait à espérer, du point de vue notamment de la voix de David Arakmia, qui est le négociateur en chef de la partie ukrainienne. David Arakmia qui laissait entendre que il se pourrait que dans les jours ou dans les semaines, ou en tout cas dans un avenir proche, il pourrait y avoir même des discussions directes entre Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, et Vladimir Poutine, son homologue russe. Alors, quels sont les points d'abord de divergence? Les points de divergence, c'était notamment le statut des régions les régions de l'Est de l'Ukraine, donc à savoir les régions du Donbass, Lugansk et Donetsk, et puis évidemment la Crimée, parce qu'il faut savoir que même si depuis 2014 la Fédération de Russie a intégré la Crimée en son sein, la communauté internationale et encore moins le gouvernement ukrainien n'a reconnu cette annexion-là. Donc, il fallait déjà les points de vue, donc les régions du Donbass et la Crimée. La deuxième chose, c'est le statut de l'Ukraine. Et la troisième chose, c'est l'adhésion probable de l'Ukraine à l'OTAN et au sein de l'Union européenne. Alors, pour ce qui concerne les statuts de la Crimée et des provinces du Donbass, pour le Donbass, évidemment, la Russie est prête à discuter pour que l'on accorde éventuellement un statut particulier à ces régions-là. Statut particulier, c'est quoi? Là, maintenant, il faut que l'on s'entende, parce que la Russie a reconnu l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Est-ce qu'elle va maintenir cette position-là? Parce qu'il faut savoir que ce sont deux régions dans lesquelles il y a des minorités russophones qui sont en guerre armée contre le gouvernement central de Kiev depuis justement 2014. Et puis pour ce qui concerne la Crimée, elle a déjà fait savoir une fin de non-recevoir, dans la mesure où elle estime que la Crimée n'est plus négociable et qu'elle fait partie de la Fédération de Russie. Maintenant, ça c'est évidemment le statut du Donbass. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, évidemment, ça fait l'objet de discussions. Maintenant, pour ce qui concerne le statut de l'Ukraine, donc le reste de l'Ukraine, évidemment, Volodymyr Zelensky a fait savoir déjà que pour ce qui concernait l'entrée de l'Ukraine, pour ce qui concernait le statut de l'Ukraine, lui voulait un statut de neutralité qui soit garanti par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, par rapport à cela, évidemment, la Russie n'a pas encore apporté de réponse formelle. Cependant, on est en droit de penser que si on essaie de décortiquer le discours qu'avait tenu Vladimir Poutine le jour de lancement de l'invasion de l'Ukraine, il est clair que l'on pourrait plutôt s'acheminer vers une espèce de neutralité dans laquelle, enfin du point de vue des Russes, là je parle du point de vue des Russes, dans laquelle l'Ukraine n'est pas une armée offensive, l'Ukraine n'adhère à aucune organisation de type l'OTAN, aucune organisation armée, OTAN ou autre, et évidemment l'Ukraine donc reste un pays relativement neutre, c'est-à-dire qu'il ne fait allégeance ni à aucun bloc, ni au bloc russe, ni au bloc occidental. Et là, ça nous ramène au troisième point, celui qui concerne évidemment l'adhésion à l'Union européenne et à l'adhésion à l'OTAN. Pour l'OTAN, c'est mort. L'Ukraine a déjà accepté le principe de ne plus adhérer à l'OTAN parce qu'ils savent que cela
ne serait pas un point qui soit acceptable pour les Russes, et cela risquerait de prolonger justement le conflit en Ukraine. Et donc, ils ont déjà abandonné cette optique-là. Ils sont maintenant, en ce qui concerne l'adhésion à l'Union européenne, ça aussi, évidemment, je ne pense pas, ça, évidemment, ça doit faire l'objet de discussions. Tout dépendra évidemment du statut qu'aura l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne aura un statut de membre à part entière, ou bien l'Ukraine aura un statut un peu comme la Turquie, c'est-à-dire un statut de partenaire privilégié, c'est-à-dire un partenaire très 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 proche, mais avec lequel, évidemment, il n'aura pas tous les avantages d'être un membre, de celui d'un membre à part entière. Ou bien, l'Ukraine aura le statut de n'importe quel autre pays qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui entretient quand même des relations avec elle, un peu comme le Gabon, par exemple, et l'Union européenne. Tout dépendra, évidemment, de la position de Vladimir Poutine sur cette question-là. Ce qui est intéressant ici, c'est pour au moins déjà dire qu'on connaît déjà les positions de chacune des parties sur les points de divergence qui justement les opposent. Et à partir de là, on peut espérer que, évidemment, la discussion vont pouvoir continuer, et grâce justement à, je dirais, à l'appui de la communauté internationale, je ne dis pas à la pression des Occidentaux, grâce à l'appui de la communauté internationale qui souhaiterait évidemment, en tête desquelles les Nations Unies, qui souhaitent qu'il y ait rapidement un arrêt des hostilités pour pouvoir immédiatement prendre en charge les populations civiles qui payent un lourd tribut à ce conflit. Et donc on est en lieu d'espérer que peut-être dans les semaines à venir, on pourrait aboutir à un accord. Maintenant, il faut aussi savoir que tout ce dont je viens de parler n'a pas encore été formalisé par le biais d'un accord écrit. Ce sont des annonces qui ont été faites par les différentes parties. Donc, c'est des accords qui sont encore, d'un point de vue limité à des accords verbaux. Maintenant, les accords écrits, évidemment, ne seront possibles que dès lors que les deux parties se seront finalement accordées sur le contenu d'un accord, à mettre un accord qui devra sceller, évidemment, le sort de l'Ukraine par rapport à la Russie et mettre un terme définitif, on l'espère, à ce conflit-là. Cependant, on a aussi appris dans la même foulée que le 2 avril dernier, donc samedi, l'un des membres de la délégation russe, donc l'homme d'affaires Roman Abramovich, l'homme d'affaires russe, aurait été victime d'une tentative d'empoisonnement lors de ces négociations-là. Il faut savoir que Roman Abramovich avait un statut d'avocat neutre, c'est-à-dire qu'il avait été accepté par les deux parties pour aider à la médiation. Il n'était pas, comme certains médias le disent, qu'il avait été envoyé par Moscou pour discuter au nom de Moscou, pour être dans la délégation russe pour participer à ces négociations-là. C'est faux. Roman Abramovich était là parce qu'il connaît très bien le président Vladimir Poutine, dont il est l'un des oligarques, mais il connaît aussi le président Volodymyr Zelensky, parce qu'il faut savoir que les deux sont juifs. Volodymyr Zelensky est juif d'Ukraine et Roman Abramovich est juif de Russie. Et Roman Abramovich, avant le conflit en Ukraine, avait investi énormément dans l'art juif ukrainien, et c'est à partir des investissements qu'il avait fait dans la culture, notamment en Ukraine, qu'il avait pu se rapprocher du président Volodymyr Zelensky. Et donc, à l'issue de cela, et donc, connaissant les deux parties, connaissant Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, c'est la raison pour laquelle déjà lui-même, ce n'est pas les Russes qui l'ont appelé, c'est lui-même qui s'était porté volontaire pour porter assistance, pour venir aider, notamment dans ces discussions-là. Donc, pour le moment, on sait, évidemment, ça a été confirmé par l'intéressé lui-même qu'il a bien été victime d'une tentative d'empoisonnement avec deux autres membres de la délégation ukrainienne. Maintenant, aujourd'hui, il serait trop tôt de dire, comme le font certains médias en disant que c'est une tentative de, si tu veux, l'aile la plus extrémiste des proches de Vladimir Poutine qui voudrait saboter ces pourparlers-là. C'est totalement ridicule. Ça n'a aucun fondement politique crédible. Maintenant, évidemment, si on pense qu'il y a une enquête qui a été diligentée et on attend les résultats de cette enquête, mais pour le moment, il serait difficile d'affirmer
que ce serait l'une partie, donc la partie russe ou autre, qui pourrait être à l'origine de cette tentative d'empoisonnement-là. Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Et pour prouver évidemment que Roman Abramovich a ce statut de très proche des deux parties, il n'a toujours pas été sanctionné par les autorités américaines. Hein. Les sanctions économiques qui touchent un certain nombre d'oligarques russes ne touchent pas Roman Abramovich parce qu'on connaît évidemment la proximité qu'il a déjà de par ses origines juives de Russie et la proximité qu'il a avec Volodymyr Zelensky. Et c'est justement ce qui fait que pour le moment, il n'est pas sous la coupe de sanctions américaines, mais il est sous la coupe de sanctions européennes. Ce sont ces sanctions-là qui ont fait fondre près de la moitié de sa fortune. Hein. Avant l'invasion du 24 février dernier, le Forbes estimait que la fortune personnelle de Roman Abramovich tournait aux alentours de 15 milliards d'euros. Maintenant, évidemment, avec les sanctions occidentales et avec le fait qu'il y a eu un gel de ses avoirs, notamment en Angleterre, parce qu'il n'a plus accès à ses comptes européens, sa fortune tournerait aux alentours de 7-8 milliards d'euros. Ça reste confortable, mais il a quand même énormément perdu. Mais en cela aussi, cela a été également compliqué pour lui parce qu'il a dû vendre en catastrophe son club Chelsea, qui reste toujours en attente d'un preneur. Et donc tout ça, évidemment, est-ce que cela a joué un rôle dans sa volonté d'essayer d'aider à trouver une solution rapide à ce conflit? Certainement, mais évidemment, comme il faut évidemment être particulièrement vigilant concernant Roman Abramovich, comme je le disais, il n'est pas sanctionné par toutes les parties, notamment la partie américaine, et il a évidemment la confiance aussi bien de Volodymyr Zelensky que de Vladimir Poutine, ce qui n'expliquerait pas a priori une volonté de Vladimir Poutine de se débarrasser de Roman Abramovich, sinon il n'aurait pas accepté qu'il participe à ces négociations-là. Voilà ce qu'on peut dire concernant les 4 premières semaines des négociations entre Russes et Ukrainiens. Il y a eu une petite avancée, au moins on est d'accord déjà sur les désaccords et ça c'est quelque chose de positif. Ça va permettre évidemment aux négociations de pouvoir avancer, on l'espère, très rapidement. Merci Jean-Paul avec nous ce matin pour l'actualité internationale sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.